Bonjour à tous et à toutes et au reste d'entre nous. Aujourd'hui, on est avec Anna pour cette séance sur la situation en Colombie depuis le 28 avril 2021. Comme vous savez, depuis le 28 avril, il y a des manifestations assez massives en Colombie, notamment, au début, c'était en contre d'une réforme fiscale. Et aujourd'hui, disons que ça a rejoint d'autres revendications plus larges. Du coup, aujourd'hui, on accueille Paula Alexandra Montenegro et Gabriela González. Gabriela est étudiante en lettres modernes à l'université de la Javeriana de Bogotá et Alexandra Montenegro est enseignante à la même université. Du coup, on est très contente et content de pouvoir les accueillir malgré la date, puisqu'aujourd'hui c'est férié en France. On est vraiment désolé mais bon, la lutte continue même les jours fériés. Du coup, on va vous laisser la parole. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat ou sur le Facebook. Voilà, allez-y. Merci beaucoup d'être là. D'accord. Bon, d'abord, je vous remercie énormément de nous donner cette opportunité de parler de ce qui se passe en ce moment en Colombie. C'est une situation vraiment difficile et tout espace de diffusion, de dénonciation et de partage a une énorme valeur pour nous. Donc, voilà. Je me présente, je m'appelle Alexandra Montenegro. Comme Alejandra vient de le dire, je suis enseignante à l'université Javeriana de Bogota. Et je serai ici avec Gabriela pour faire cette intervention. On ne savait pas qu'il était férié en France, donc merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui pour cette intervention. Je vais partager mon écran. Et voilà, Gabriela. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être ici avec vous. Normalement, c'est au contraire. C'est toujours férié en Colombie et presque jamais férié en France. Et c'est drôle d'aujourd'hui. Et bon, c'est férié là. Et comme Alexandra vient de le dire, c'est un plaisir à avoir l'espace pour partager et disons notre témoignage de ce qu'on a vu pendant des semaines déjà. Et c'est une situation vraiment difficile chez nous. Et bien, on est ici aujourd'hui pour partager un peu ce qui se passe ici en Colombie. Donc, voilà, nous voulons faire cet exercice à manière de dialogue et parler de la situation actuelle de notre pays en trois moments différents. En premier, nous voudrions parler de comment, même si à l'étranger, on comprend cette explosion du mouvement social colombien comme quelque chose qui a commencé le 28 avril de cette année. En fait, c'est quelque chose qui a commencé à se donner en 2019 avec les manifestations du 21 novembre. Donc voilà, nous allons parler de comment le 21 novembre nous a permis d'arriver au Palais national indéfini. Nous voulons aussi parler pour établir un contexte de comment la pandémie a eu un rôle en même temps de parenthèse et de déclencheur de cette situation que nous vivons aujourd'hui. Et finalement, bien sûr, nous voulons dénoncer la violence que nous vivons aujourd'hui, qui n'est pas seulement une violence de la part de l'État, mais aussi
la renaissance de ce que en Colombie nous connaissons comme la violence paramilitaire. Donc voilà. Pour commencer alors, comme je vous ai dit, bien évidemment, j'imagine qu'à l'étranger, on parle d'une explosion dans le mouvement social colombien, quelque chose qui s'est passé en raison d'une réforme fiscale et qui est devenu après quelque chose de différent, qui a décidé d'accueillir aussi d'autres revendications. En fait, cet exercice de mobilisation a commencé en 2019, quand il y a eu quelques explosions des différents mouvements sociaux en Amérique latine. Et le 21 novembre, la Colombie a décidé de rejoindre cet exercice avec ce que nous avons appelé le paro national. Et je le mets en espagnol parce que notre compréhension du paro national en Colombie est un peu différente de ce qu'on appelle le paro dans d'autres pays. En général, en Colombie, quand nous parlons de paro, nous parlons d'une journée de mobilisation, d'une journée de manifestation, et non pas d'un exercice à moyen terme où tout le monde arrête, où l'on se mobilise de la façon dont on l'a fait par exemple au Chili. Donc, on dit il y a paro national, c'est une journée de manifestation. Et après, on voit un peu ce qui s'est passé, toujours un peu, disons, spontané. Mais ce qui s'est passé le 21 novembre 2019 a été quelque chose de différent. Donc, les gens sont sortis manifester contre tout ce que nous croyons représente le gouvernement de notre président Iván Duque. Donc, après les élections, on a vu comment le gouvernement de notre président continue à être une extension, une perpétuation du projet politique de l'extrême droite qui a toujours eu, depuis 2002, comme protagoniste l'ex-président Álvaro Uribe Vélez. Et à partir du moment où le président a été élu, il a commencé une série de politiques publiques qui visaient à, comme il l'a très bien dit, détruire les accords de paix. Donc, la société colombienne a vu comment l'assassinat ciblé de líderes sociales, quand nous parlons de líderes sociales en Colombie, nous parlons de toute personne militante qui en général appartient à une organisation du mouvement social colombien et qui décide de travailler, de manifester contre le gouvernement. Nous les appelons líderes sociales. On a vu une augmentation énorme d'assassinats ciblés de ces personnes qui a été systématiquement niée par l'État. Donc, c'était une situation dans laquelle nous voyons d'un côté les líderes sociales qui étaient assassinés en raison de son exercice de mobilisation et en même temps des assassinats ciblés d'ex-combattants qui appartenaient à la guérilla, au FARC. Et les gens, dans cette crise de droits humains, ont décidé de sortir manifester. En 2019, les manifestations ont une durée de presque 3 semaines. Mais après, tout a changé en raison de l'arrivée de la pandémie et voilà, de
de la gestion qu'on a fait de cette pandémie. Donc, pour nous, c'est très important de voir que ce n'est pas une explosion spontanée. Même non, non plus isolé, disons. C'est pas isolé du contexte national, si je peux ajouter ça. Et traditionnellement, et c'est important de dire aussi qu'il y a certaines différenciations entre ce qui s'est passé traditionnellement comme une mobilisation, ce qu'on appelle paro, et ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe maintenant, qui c'est une extension, on peut dire, sans précédent dans l'histoire, disons, moderne de la Colombie, où beaucoup de personnes, même l'université publique traditionnellement, est en lutte pour cette cause, même aussi l'université privée et des différents secteurs de l'économie. Il faut dire aussi, si je peux ajouter ça, l'ubication, disons, géographique dans la ville de la mobilisation. C'est ça qu'on peut souligner traditionnellement et des mouvements qui sont, euh, disons, et réservés ou traditionnellement juste un petit groupe de personnes et ont l'habitude de participer. Cela a changé radicalement maintenant et beaucoup de personnes participent et ça devient une mobilisation qu'on peut appeler nationale. Oui, donc voilà, en 2019, on était motivé surtout par une crise humanitaire et après l'arrivée de la pandémie, nous avons subi dans notre genre. Donc, quand je dis que la pandémie pour nous a été en même temps une parenthèse et un déclencheur de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, je voudrais parler aussi d'une construction rhétorique et d'une pratique discursive qui s'est construite en Colombie quand la COVID est arrivée. Donc, bien sûr, au début, comme dans tous les pays, les gouvernements ne savaient pas trop quoi faire. Et on a commencé avec les exercices d'isolement, les confinements. Et on nous a dit il faut prendre soin de soi et pour éviter une crise pour éviter une crise qui soit trop difficile à gérer. Et bien sûr, au début, c'était absolument nécessaire de faire appel à cette conscience individuelle de ce que la pandémie entraînait. Mais ce discours de soins s'est prolongé et finalement, la manière de gérer la crise sanitaire de la part du gouvernement colombien a été celle de responsabiliser directement les citoyens de tout ce qui s'est passé. Et on a construit la notion que Carolina Corcho appelle l'indiscipline sociale. Donc, on nous répète tous les jours, même une année après le début de la pandémie, que le fait d'attraper le virus, c'est une conséquence, une punition en raison de ne pas savoir prendre soin de soi. Nous voyons une crise dans les hôpitaux et en général dans tout l'environnement lié aux soins. On ne sait plus quoi faire avec la pandémie en Colombie. Alors, ce discours de soin de soi a
a donné au gouvernement colombien la possibilité de ne pas prendre des décisions par rapport aux conséquences économiques et sociales que la pandémie a entraînées. On a demandé au gouvernement colombien de considérer un revenu de base pour les Colombiens pendant cette époque de pandémie, tenant compte que dans notre pays, au début de la pandémie, il y avait un 32% de la population qui se trouvait en situation de pauvreté ou de pauvreté extrême. Donc, c'était impossible pour les Colombiens de rester chez soi sans aide de la part de l'État. En tout cas, le gouvernement a décidé de ne pas le faire. Alors, ce qui s'est passé après a été une conséquence de cette décision. Les gens ont dû sortir à nouveau. Et nous avons dû décider si on allait soit mourir de Covid, soit mourir de faim. En ces moments, quand les gens ont commencé à sortir, cette notion de l'indiscipline sociale a commencé à être utilisée d'une façon publique. Et on a commencé aussi à déclarer, à établir une pratique discursive de la punition. Vous méritez d'être puni si vous sortez travailler. Et après, on verra comment cette notion d'indiscipline sociale est aussi liée à ce que nous voyons aujourd'hui en Colombie dans le cadre de la mobilisation sociale. Donc, voilà, nous avons une crise sanitaire qui entraîne aussi une crise économique et sociale. Et après, notre déclencheur est ce que vous savez déjà, le projet de réforme fiscale que le président de la République a décidé de présenter en pleine pandémie. Après avoir vu les conséquences de la mauvaise gestion de la crise. Donc, si au début de la pandémie, on avait un 32% de la population qui se trouvait en situation de pauvreté, et au moment de présenter ce projet de réforme fiscale, on avait déjà encore 5% de la population qui se trouvait dans cette situation. Il faut ajouter également que le visage de cette pauvreté, de cette situation difficile, économique difficile, est un visage féminin essentiellement. Et les personnes qui performent le travail dans une situation d'informalité, cela veut dire sans avoir un contrat, disons, légal avec une entreprise, et majoritairement féminin. Ce sont les femmes dans tous les pays qui régulièrement doivent sortir travailler et pour gagner l'argent nécessaire, disons, pour survivre et pour essentiellement manger chaque jour. Alors, parfois, on n'y connaît pas, disons, les pourcentages des personnes qui travaillent, le visage, comme je viens de dire, de cette pauvreté. Mais la réalité en Colombie, c'est que c'est essentiellement féminin. Alors, il y a aussi une condition de genre particulière dans cette aussi condition économique qui ont devenu difficiles à surmonter pour beaucoup de familles en Colombie, comme Alexandra vient de dire. Les informations qu'on a sur le département d'année ici en Colombie ont changé radicalement. C'est presque 20% plus avant et après la pandémie des familles en condition de pauvreté.
essentiellement constitué par une femme qui est en charge d'alimenter à ses enfants. C'est la constitution des familles la plus populaire en Colombie. Alors, il faut prendre ça en compte aussi quand on parle de cette petite révolution. Et c'est aussi le déclencheur et la quantité des femmes qu'on sorte à la rue aujourd'hui pour faire cette paro nationale aussi. Merci, Ariela. Donc, voilà. Et c'est aussi important de tenir compte de la gestion de la crise sanitaire de la part du gouvernement national pour parler des raisons que les Colombiens ont aujourd'hui pour sortir manifester et comme beaucoup de personnes l'ont déjà dit, voilà, si les gens décident de sortir pendant une pandémie, c'est parce que leur gouvernement est plus dangereux que le virus. Donc, le 1er mai 2021, on a décidé de sortir comme on le fait traditionnellement pour la fête du travail. Et on ne le savait pas encore, mais une nouvelle étape du mouvement social colombien a commencé ce jour-là. Donc, voilà, nous voulons parler alors de la violence d'État que nous vivons aujourd'hui, qui est une violence assez particulière parce que depuis très longtemps, nous vivons aussi ce que nous appelons la violence paramilitaire. Et dans le cadre du paro national, il a été assez difficile de savoir où est la limite entre l'une et l'autre. Cette limite est vraiment floue et nous croyons aussi que c'est l'une des raisons pour lesquelles les chiffres que vous pouvez voir tous les jours en ce qui concerne la quantité de blessés ou des personnes assassinées et voilà, si scandaleux ce qui ça. Donc, je vous ai parlé de comment on a construit ce discours de l'irresponsabilité et de l'indiscipline sociale qui a continué quand on a décidé de sortir manifester. On a dit, voilà, les gens qui sortent pendant la pandémie sont des personnes irresponsables qui méritent une punition. Et la mobilisation sociale a vu tout type de punition de la part de l'État. Suivant cette logique discursive. La première chose que nous avons vue, c'était ces données à Cali. Cali a été l'un des points les plus importants de la mobilisation qui n'arrête pas en Colombie. Et pendant la première semaine de manifestation, le gouvernement a décidé d'utiliser Cali comme un exemple de ce qu'il ne faut pas faire pendant la pandémie. Donc, ils ont décidé de punir les manifestants avec la suspension de l'expédition des vaccins. Et c'est en ce moment que la violence a augmenté en raison de l'indignation collective que cette décision a entraînée. On ne pouvait pas croire qu'on ait décidé d'utiliser le discours de la santé publique pour arrêter les manifestations et qu'en même temps la punition soit la suspension d'expédition du vaccin. Les gens à Cali ont
ont décidé de faire une présence beaucoup plus forte dans les rues de la ville, et la violence a augmenté. Alors, face à cette décision du peuple calénien, le gouvernement colombien a décidé de commencer avec cette 10e punition, qui est l'utilisation de la violence et de l'abus du pouvoir et de la violence excessive de la part de la police. Il faudrait préciser que la police en Colombie ne fonctionne pas de la même manière que dans d'autres pays. La police en Colombie dépend du ministère de guerre. Ça veut dire c'est une force létale et elle fonctionne comme une force militaire. Donc, l'utilisation de la violence de la part de la police en Colombie a eu des conséquences vraiment très graves pour le mouvement social. Et jusqu'à présent, nous subissons des disparitions forcées, des assassinats ciblés et des situations qui sont vraiment compliquées. On vous montrera après les chiffres exacts. Il y a aussi deux éléments à aborder que nous considérons importants qui se sont donnés dans les cadres de notre parlement national. Le premier, c'est, disons, la question ethnique que le parlement national a entraînée aussi. Les mouvements indigènes de Colombie ont toujours été au centre du corps du mouvement social colombien. Et bien sûr que pendant ce parlement national, la présence de peuples indigènes a été vraiment importante. Ça fait 2 semaines que le mouvement indigène a commencé à transformer quelques lieux iconiques de différentes villes de la Colombie, et en renversant les statuts des anciens colonisateurs pour parler de ce que ici ce que le peuple indigène appelle el buen vivir, et pour parler de l'importance de la reconstruction de l'histoire, pour parler de peuples indigènes comme quelque chose qui n'appartient pas au passé, mais qui est présent, non seulement pas dans l'exercice de mobilisation contre le gouvernement, mais aussi dans des exercices de construction collective et d'un projet politique pour un pays différent. Donc, voilà, ici, vous voyez une image qu'on a tous vue la semaine dernière en Colombie. C'est le peuple Misak qui a fait tomber la statue d'un ancien colonisateur, une action qui a été vraiment critiquée et qui a déclenché une nouvelle vague de racisme énorme dans notre pays. Qui a donné aussi un lieu très important aux peuples indigènes et dans la construction de ce parlement national. Donc, à notre visage de ce parlement national, et l'une des choses que nous voulons dénoncer aujourd'hui dans cet espace, c'est l'utilisation de la violence sexuelle comme arme de guerre en Colombie. Quand je disais que le lien entre la violence d'État
et la violence paramilitaire en ces moments est très floue. Je faisais référence surtout aux pratiques de guerre que le groupe paramilitaire ont dans le territoire colombien. En général, quand nous parlons de punition aux citoyens dans n'importe quel type de mobilisation, c'est toujours une pratique très fréquente, celle de violer les femmes de l'ennemi. Donc, nous voyons qu'on a commencé à concevoir le palais national comme une situation de guerre dans laquelle les femmes sont considérées non pas comme des sujets de droit, mais comme un objet, comme une extension de la position masculine. Et voilà pourquoi c'est aussi une manière de faire face à l'ennemi. La police nationale a violé plus de 21 femmes pendant ce palais national. Et la façon dont nous vivons les manifestations et la mobilisation sociale est différente à la façon dont autres acteurs de la mobilisation le font. Ça fait 2 semaines déjà. Et ce cas que vous pouvez voir ici a été l'objet d'une énorme discussion par rapport à comment la violence policière se présente dans les manifestations. Une fille de 17 ans a subi violences sexuelles de la part de 4 agents de police à Popayán. Et le lendemain, elle a décidé de se suicider. On va dire que le cas de cette fille a été un cas emblématique et qui a aussi mis l'accent sur la question de l'abus sexuel comme arme de guerre et comme une question très particulière de notre crise humanitaire en Colombie. Quand les femmes, quand on sort manifester, on a peur que la police nous tue, mais on a aussi peur que la police nous viole. Et voilà, donc je vais continuer. Donc en ce moment, ce que nous voulons dénoncer, en fait, nous avions d'autres chiffres ce matin, mais après une mise à jour, on a vu que les cas ont augmenté. Donc voilà, nous dénonçons que de la part de la force de la police nationale, il y a eu une violation des protocoles et la présence d'une brutalité sans aucun doute. Il y a eu des arrestations arbitraires et presque 3000 cas de violences policières qui ont été dénoncés. Jusqu'au moment, 51 personnes assassinées par la police. Enfin, des cas confirmés, il y a d'autres cas dénoncés qui n'ont pas été encore confirmés. Et finalement, 21 femmes qui ont été victimes de violences sexuelles de la part de la police. Il faut dire que ce sont des chiffres après 3 semaines de palais national, après 3 semaines de manifestations, ce sont des chiffres c'est scandaleux. Et on va dormir et quand on se réveille, on sait
que les chiffres ont changé et que les chiffres ont augmenté. Et nous voulons voilà, profiter de cet espace et de tous les espaces possibles pour dénoncer ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Parce que nous subissons en même temps une crise sanitaire, une crise économique, mais surtout une crise humanitaire. Donc, voilà, c'est essentiellement ce que nous voulons partager avec vous aujourd'hui. Et bien sûr, nous voulons que ça suscite un dialogue pour aborder peut-être quelques éléments que nous avons mentionnés à profondeur. Merci beaucoup, Alexandra et Gabriela, pour cette présentation. J'ai apprécié cette référence au concept d'indiscipline, comment vous avez dit? Sociale. Sociale. Parce que c'est vrai qu'en France aussi, c'était un des arguments mobilisés par l'État et par les gouvernements en place. C'est-à-dire que la principale cause de l'augmentation de cas de personnes malades ou en réanimation à l'hôpital en France, c'est à cause du fait que les gens partaient en vacances, qu'ils n'étaient pas suffisamment confinés, que voilà, du coup, il y a des différences peut-être d'échelle ou de conséquences de ce type de discours, mais c'est vrai qu'en France aussi, c'est un discours qui s'est beaucoup, qui a essayé de se mettre en place, et notamment c'est quelque chose que dénoncent déjà plusieurs philosophes et professeurs ici à l'université, notamment Barbara Stickler, qui aussi parle de comment on a utilisé la pandémie pour mieux gouverner et discipliner les populations. Voilà, du coup, j'ai beaucoup apprécié ce concept qui me semble va devenir de plus en plus important pour l'analyse politique en Colombie, en Amérique latine, mais aussi en Europe ou dans le monde, parce que je pense que ça va se mettre de plus en plus en place. Enfin, par ailleurs, moi, je suis colombienne, du coup, je suis vraiment très touchée et je vous remercie beaucoup pour de nous présenter un peu ce qui se passe là-bas, parce que c'est vrai que ici, on est loin, on ne comprend pas trop ce qui se passe, on voit les journaux et les médias, et du coup, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très éloigné, et on ne sait pas à quel point c'est violent. L'histoire de la Colombie, je crois que bat des records de violence tout le temps, mais parfois on essaye de relativiser, de se dire non, mais peut-être c'est pas si grave. Du coup, merci beaucoup à vous deux. Adriana González a une question, je viens de voir sur le... Oui. Il y a aussi une question de Joël Faber. Voilà, du coup, je vais les lire et si vous voulez, vous répondez comme vous voulez. Du coup, Joël pose la question, y a-t-il une action de la part des intellectuels, écrivains, historiens, artistes, etc., ou d'autres groupes pouvant avoir un poids face à la situation en Colombie, je suppose? Una pregunta de Adriana. J'ai une question. Quelle est la perspective d'une sortie du conflit? On a entendu ces derniers jours différents dirigeants évoquer un coup d'État. Oui, c'est vrai. IDP del Canto, merci pour cette présentation très claire. Qu'en est-il des institutions internationales des droits humains sur la situation en Colombie? Voilà, du coup, je vous laisse répondre. D'accord. On peut parler de la première, l'inaction de la part des intellectuels, écrivains, historiens, artistes. Oui, il y en a.
néanmoins, et je ne suis pas contente de le dire, beaucoup de personnes qui, disons, ont la parole dans une scène internationale n'ont pas parlé. C'est triste de le dire, mais parfois des artistes colombiens très reconnus à l'étranger n'ont pas profité de cette situation de privilège pour faire ce type de dénonce. Et alors, on commence à trouver plus de diffusion sur les réseaux sociaux. Et c'est cela qui nous a permis de parler de ce qui se passe en Colombie. Malheureusement, le média aussi, les chaînes de télévision les plus populaires ont, disons, communiqué aux personnes une perspective vraiment limitée, on peut dire coupée, de chaque nouvelle qui arrive en Colombie. Alors, pour pouvoir faire une exposition de la part des personnes qui sortent pour faire la protestation, et on doit chercher plutôt d'autres médias d'information, d'autres médias informatifs pas si populaires parce que ça fait part aussi de la situation. Comme je viens de dire, c'est triste, mais on peut ressentir, on se sent parfois sans voix parce que ceux qui ont l'opportunité de parler à l'extérieur ne le font pas. Et le média le plus reconnu non l'ont fait. Je ne sais pas, Alex, si tu veux ajouter quelque chose. Oui, il faudrait dire que la participation des intellectuels dans le cadre du Palais national c'est fait plus ou moins toujours de la même manière. Donc, il y a des intellectuels qui sont engagés et qui profitent de leur plateforme pour faire connaître ce qui se passe. Mais comme Gabriela vient de le dire, peut-être quelques artistes et intellectuels célèbres à l'étranger auraient pu faire un travail peut-être plus important pour la diffusion de ce qui se passe. En tout cas, je voudrais dire qu'il y a des organisations qui font un travail vraiment très important. Ce sont les organisations créées par des académiques qui nous permettent de savoir ce qui se passe aujourd'hui et au sein de notre pays. Et je crois que ça va répondre aussi à une autre question qu'on nous a posée. Quelques académiques et quelques intellectuels de la Colombie se sont réunis pour pouvoir faire une diffusion plus transparente de ce qui se passe. Donc, merci de nous avoir posé la question. On vous recommande de suivre Temblores. Temblores, c'est une organisation non lucrative qui nous donne des informations tous les jours par rapport à ce qui se passe, tenant compte qu'ils ont un lien direct avec le mouvement social. Donc, il y a Temblores, vous pouvez les trouver surtout sur Twitter. Sur Instagram aussi. Et il y a aussi Human Rights International. Ce n'est pas la même organisation, ce n'est pas Human Rights Watch. Human Rights International, c'est une organisation différente qui travaille, qui a son siège principal aux États-Unis et qui travaille essentiellement pour faire ce type de dénonciation. Et en ce moment, il se concentre
sur la situation en Colombie. Donc, vous pouvez avoir des informations aussi, pas seulement par rapport aux chiffres de la situation nationale, mais aussi si vous voulez vous informer par rapport à la situation d'une région particulière en Colombie. Voilà, c'est une source. Et aussi INDEPAS. INDEPAS c'est l'organisation qui travaille de la main de Temblores et Human Rights International pour nous informer tous les jours. Ah, voilà, comme Liliana Elgado vient de le dire. Donc, ce sont les trois sources que je recommanderais personnellement. Bien sûr, il faudrait dire aussi que la première source d'information par rapport à ce qui se passe en ce moment, c'est les réseaux sociaux. Tous les jours, on peut voir, surtout sur Instagram, une explosion d'informations. Les gens ont décidé de montrer live tout ce qui se passe et on a accès direct à toutes ces violences policières immédiatement. En fait, même si quelques artistes colombiens n'ont pas fait le travail qu'on leur a demandé de faire cette diffusion, il y a quelques artistes internationaux qui ont décidé d'utiliser leur plateforme pour montrer ce qui se passe. C'est le cas de René, et le chanteur qui appartenait avant à Calle 13, qui de temps en temps, on va sur son Instagram et il partage, il fait un appel avec les gens qui sont directement dans les manifestations et qui montrent ce qui se passe. Ce sont voilà, des transmissions de 1 heure, 2 heures où l'on voit directement ce qui se passe. Donc, oui, les réseaux sociaux des citoyens colombiens ont été la première source d'information. Et après, grâce à la recherche et au travail de systématisation de la situation fait par INDEPAS et surtout Temblores, et on a accès à des informations qui sont plus organisées. Et voilà. Savez-vous pourquoi ce silence? Bon, en tout cas, quand nous parlons de la Colombie, il faudrait aussi parler de comment ce discours dont j'ai parlé avant, c'est aussi un discours qui divise la population en deux. Ce qu'on appelle los ciudadanos de bien, ce qu'on appelle les citoyens qui font tout ce qu'il faut faire et qui ne sortent pas manifester. Et ce sont les citoyens qui suivent ce projet politique dont j'ai parlé quand j'ai commencé mon intervention, ce projet politique de l'extrême droite, et qui ont trouvé dans la figure, enfin dans la personne de l'ex-président Álvaro Uribe et les personnes de son parti, le Centro Democrático, une vraie représentation de leurs valeurs et de leurs projets de pays. Donc, on ne parle pas seulement d'une crise de la part du gouvernement, mais d'une crise idéologique qui fait que les citoyens, enfin que les Colombiens soient d'un côté ou de l'autre. Et ce silence se voit dans toutes les échelles. Donc, il y a des artistes qui décident
et de prendre une position à partir du silence. Et c'est aussi parce que en fait, ils n'ont rien à dire. Et on va voir aussi des artistes qui sont d'accord avec ce qui se passe ici. Je parlais de cette rhétorique de la punition parce qu'on parle de cette violence, mais après, il y a toute une discussion par rapport à est-ce qu'on mérite cette violence? Oui, on mérite cette violence de la part de la police et de la part des forces militaires aussi, parce qu'on a décidé de sortir en pleine pandémie, parce qu'on a décidé de manifester contre un gouvernement et dénoncer voilà, une crise humanitaire. Donc, voilà, on mérite ça. On mérite tout ce qui se passe. Et il y a tout un côté de la population qui est d'accord avec les mesures qui ont été prises pendant ces 3 semaines et, dans les rues colombiennes. Paola, merci pour ces réponses. Je crois que c'était lié aussi à la question qu'en est-il des institutions internationales des droits humains sur la situation en Colombie? Donc, tu as déjà répondu en partie, mais si tu veux rebondir là-dessus ou alors rebondir sur autre chose, tu peux y aller. Je crois que les organisations que j'ai mentionnées sont les organisations qui se trouvent en même temps, qui font en même temps l'exercice d'informer, mais qui sont dans la rue avec les Colombiens et qui ont aussi construit des espaces pour nourrir la mobilisation. Donc, et voilà, je crois que ce sont les mêmes organisations que je mentionnerai pour répondre à cette question. Mais en tout cas, il faudrait aussi dire qui se sont qu'il y a une énorme quantité d'organisations colombiennes qui travaillent à partir de leur travail local pour construire le pôle national dans chaque ville et dans chaque espace rural de notre pays. Et par rapport à ce qu'on nous demande dans les universités, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que j'imagine qu'en France, c'est un peu la même situation. Les cours en distanciel ont changé la manière dont on comprenait un peu notre relation avec l'université. Et ça rend les espaces de rencontre beaucoup plus difficiles. Mais en tout cas, il faudrait aussi reconnaître que quelque chose qui ne s'était jamais passé dans le contexte colombien se passe en ce moment. Et en général, c'est les mouvements étudiants des universités publiques qui décident de sortir manifester et de participer voilà, à la grève. Mais aujourd'hui, je peux dire aussi fièrement que les étudiants des universités privées comme celle-ci où je travaille aujourd'hui ont décidé d'arrêter et de sortir et de participer à cet exercice. Je crois que voilà, Gabriela peut vous parler de ceci à partir de son expérience. Oui, c'est évident, comme Alexandra vient de le dire. 2019, comme on l'a dit au début, 2019, c'était les manifestations des universités publiques surtout, mais on a pu voir aussi comment les étudiants des universités privées sont sentis touchés vraiment pour la situation. La précarité des conditions des étudiants des universités publiques,
c'est presque normal en Colombie que les universités publiques doivent arrêter une semaine ou deux pour dénoncer le manque de ressources économiques pour leur opération. Alors en 2009, on a pu voir encore la participation de quelques universités privées. Cela s'arrêtait du coup à cause de la pandémie. Mais aujourd'hui, encore cette semaine, quelques universités privées, c'est le cas de l'université Harriana, où j'étudie, et beaucoup des étudiants, même sans la possibilité de se rencontrer, disons, dans l'espace universitaire, sont organisés pour sortir sortir se manifester. Et c'était vraiment impressionnant et, comme je l'ai dit, sans précédent, parce que cette crise a touché vraiment quelques universités traditionnellement et ayant le pouvoir et traditionnellement les symboles de quelques classes sociales en Colombie sont changés plutôt les discours. Et bah, c'est important de dire, le discours, surtout dans la salle des classes de l'université privée, a changé. Pas seulement de la partie des professeurs, mais surtout la partie des étudiants. Et cela a fait, par exemple, sortir de l'université privée une déclaration d'arrêt de cours et plutôt des libertés pour sortir se manifester pendant une semaine complète, une semaine entière. Et cela, ça n'a jamais arrivé avant dans l'université privée. Alors, c'est une autre photographie, c'est une autre image et célèbre de cette grande parade nationale, la participation des étudiants d'université privée aussi. Donc, voilà. Oui, du coup, il y avait aussi une question par rapport au rôle d'organisations comme la ONU ou encore la Commission internationale des droits de l'homme, la Commission interaméricaine des droits humains. C'est vrai que, par exemple, moi, j'ai vu tourner une pétition pour que le président Duque accepte que des commissaires viennent observer la situation personnellement de comment ça se passe en Colombie et que cette autorisation n'est pas encore donnée. Du coup, est-ce que où on en est du rôle de ce type d'organisation de droits humains. Et puis moi aussi, j'avais une question par rapport à Cali, parce que c'est vrai que quand on observe les chiffres, Cali est une des régions les plus touchées par la violence policière ou / paramilitaire. Et du coup, est-ce que vous avez des hypothèses de pourquoi Cali serait une ville aussi touchée par ce phénomène-là? Et une autre question en parallèle, c'est quel est le rôle aussi de la Minga et des groupes indigènes comme ceux du sud de la Colombie dans les mobilisations nationales? D'accord. Donc, je commence avec le rôle de ces organisations et des droits de l'homme. Particulièrement, l'ONU a fait présence en Colombie sous la forme des missions humanitaires. Donc, elles font présence dans les villes où la violence policière se manifeste d'une façon plus forte. Et comme tu viens de le dire, on a fait circuler une pétition pour faire une intervention officielle pour voir quelle est la situation
des droits humains en Colombie, mais le gouvernement colombien n'a pas encore, je ne sais pas si ça va en fait se donner, n'a pas encore accepté cette intervention pour étudier à profondeur ce qui se passe en termes de violation des droits humains. Donc, on voit une manifestation de solidarité de la part de ces organisations, mais aussi cette impuissance de ne pas pouvoir intervenir sans la permission du gouvernement national. Donc, l'ONU en ce moment fait présence pour accompagner les manifestants, surtout pour accompagner la mission Médica et documenter les cas des violences policières, surtout les cas de disparition et les cas d'assassinats ciblés. Mais de la même manière que les organisations des droits de l'homme qui existent en Colombie, leur rôle a été essentiellement celui de la dénonciation. Et je crois que par rapport à la question que tu posais sur le rôle que Cali a eu pendant ce paro national et aussi le rôle de la Minga, je crois qu'on peut parler des deux en même temps. On peut parler du sud-ouest colombien comme un territoire qui a une tradition de lutte énorme dans notre pays. Ce n'est pas seulement Cali, c'est tout le territoire du sud-ouest et on peut compter Cali, mais aussi le Cauca. Le département du Cauca, c'est un département avec une tradition de lutte indigène, paysanne et afro-colombienne très forte. Et ce n'est pas surprenant que cette présence se donne de cette manière maintenant dans une ville comme Cali. Et on peut aussi parler des intérêts paramilitaires dans la production. Ce n'est pas un secret que pour les groupes armés illégaux de notre pays, la production de la drogue est aussi une source économique. Donc, on parle aussi, on discute l'importance que géographiquement cette zone a pour les groupes paramilitaires en Colombie. Donc, c'est compliqué, on parle de blocage, on parle... bien sûr, quand on parle de blocage, on parle de la difficulté à distribuer des aliments, des médicaments, etc. Mais il faudrait aussi parler de cette difficulté à transporter ce que l'on produit au sud-ouest de notre pays, et la question de la production de drogue de la part des groupes paramilitaires, qui est aussi un problème et que l'on pourrait aussi explorer en termes de pourquoi cette zone de la Colombie est devenue protagoniste de ce qui se passe maintenant. La Minga, mais pas seulement la Minga, il faudrait aussi parler... la Minga est un exercice d'organisation sociale qui vient de la tradition de nos peuples indigènes.
quand on parle de Minga, on parle de s'organiser pour atteindre un objectif commun. Il a existé dans notre pays des exercices des Mingas indigènes, mais aussi des Mingas qui étaient aussi composés d'autres acteurs de la société, comme la Minga Resistencia Social y Comunitaria. Et disons, comme je disais avant, un exercice qui se trouve au centre du cœur de la mobilisation colombienne. Donc, en fait, il faudrait aussi faire une dénonciation par rapport à ce qui s'est passé à Cali et au département du Cauca, parce que la Minga a à son intérieur une organisation qui est aussi importante, qui est la Guardia Indígena. La Guardia Indígena, c'est un mécanisme de sécurité créé dans la législation propre des peuples indigènes, qui a été créé dans les cadres aussi de la création de la Constitution de 1991. C'est la Constitution que nous avons aujourd'hui dans notre pays. Et elle a été créée, elle est en même temps organisation et symbole. Donc, avant cette constitution, avant la constitution de 1991, il existait un groupe armé illégal, un guérilla indigène, appelé les guérillas Manuel Quintín Lamé. Et au moment où ils ont décidé délaisser les armes et de participer dans la construction de cette constitution, et où les peuples indigènes ont eu une reconnaissance comme sujet politique et dans la constitution, la Guardia Indígena a été créée. Donc, la participation de la Guardia dans la mobilisation est quelque chose de très important. Et il faut dénoncer absolument que des groupes paramilitaires ont attaqué la Guardia Indígena la semaine dernière. Et comme je dis, à Cali. Et comme je l'ai dit, la Guardia Indígena est organisation, mais aussi un symbole. Donc, c'est aussi une déclaration politique. Attaquer la Guardia Indígena, c'est une façon de dire qu'on ne reconnaît pas le rôle des peuples indigènes comme un sujet politique qui font partie de cette mobilisation. Je voudrais ajouter justement par rapport aux mobilisations de la Minga indigène que la façon de présenter cette information, disons discursivement, ici en Colombie, a été vraiment un geste du racisme grave dans les pays. Parce que ce n'était pas seulement l'attaque qu'ont fait des groupes paramilitaires contre la Minga et la Guardia Indígena à Cali, mais le même jour, dans l'émission, c'était dernier dimanche, dans une émission populaire avec beaucoup de téléspectateurs ici en Colombie, les chaînes les plus populaires a présenté cette attaque, cette violation comme une lutte entre citoyens et indigènes. Discursivement, montrant les groupes d'indigènes comme des personnes et sans les droits constitutionnels à être nommés comme citoyens colombiens, aussi que les citoyens du Cali et d'autres parties, de n'importe quelle partie du territoire colombien. Et c'était vraiment grave de voir après la présentation de cette information assez distorsionnée et manipulée pour montrer à l'opinion publique ce traitement discursif
grave et raciste de la manifestation de la Guardia Indígena à Cali. C'est la renaissance d'un discours, comme Gabriel le dit, raciste, qui nous montre encore l'indigène comme un sauvage non civilisé qui ne sait pas pourquoi il décide de sortir et manifester. Et voilà, on reprend cette pratique très connue en Colombie d'utiliser le mot indio comme un mot pour insulter, pour dire que seulement les indios décident de manifester contre un gouvernement comme celui d'Ivan Duque. Donc, je voudrais ajouter petit détail après cette attaque des personnes armées contre la Minga qui essayait à entrer à Cali pour une route très importante au sud de la ville. Et le gouvernement a recommandé aux peuples indigènes de retourner chez eux. Comme si on parlait d'un pays divisé où la ville ne pouvait pas accueillir au groupe indigène. Le gouvernement a recommandé en télévision nationale aux peuples indigènes de retourner chez eux. C'est vraiment difficile à croire. Mais cette groupe indigène, dimanche passé à Cali, était, disons, invité à sortir de la ville de Cali parce qu'on croit qu'il n'appartient pas là. Mais pour nous donner un petit peu d'espoir par rapport à cette situation, la Minga est toujours un symbole de dignité et continue à se mobiliser partout dans le pays. Quelque chose qui est très particulier de la façon de manifester de la Minga, c'est aller d'une ville à l'autre pour et faire son exercice de mobilisation. Donc, en ce moment, ils sont à Medellín et à Medellín, ils ont été bien reçus. Et voilà, c'est un exercice qu'ils continuent à faire et malgré les assassinats, malgré le racisme et au sein du discours de l'opinion publique. Et ils sont toujours présents et en lutte. Moi, j'avais aussi une autre question par rapport à ce qui va se passer maintenant, enfin après du coup, dans le sens où ça fait un mois où c'est le paro national depuis le 28. Et du coup, est-ce que les mobilisations, on sent que les mobilisations s'affaiblissent ou est-ce qu'au contraire, on sent qu'elles se renforcent? Quelles sont les issues? Enfin, voilà, quelle suite pour ces mobilisations? On avait l'impression que la mobilisation s'affaiblissait et après la première semaine. Et comme mouvement social, comme je disais avant, nous avions, disons, cette tradition d'appeler paro à une journée de manifestation. Et on avait un peu peur de nous trouver dans la même situation. Mais comme on le voit, et on le dit, el paro no para, on ne s'arrête pas. Et il y a toujours dans toutes les villes des convocations à se rencontrer, à sortir. En fait, en ce moment, il y a de nouvelles revendications présentées par le comité du paro national. Alors, on parlait, tout a commencé avec la question de la réforme fiscale qui a été retirée comme projet de loi.
attention, il faut savoir qu'il s'agissait d'un projet, donc on ne sait pas s'il y aura un nouveau projet de réforme fiscale dans quelques mois. Mais il y avait aussi un projet de réforme à la santé qui visait à changer le système de santé colombien pour qu'il fonctionne plus ou moins comme le système de santé américain, ce qui serait terrible dans le cadre de la pandémie. Et ce projet a été aussi retiré grâce à la mobilisation. Et aussi, on a demandé au ministre de Finances de démissionner et on est parvenu à le faire. Et en ce moment, on vise aussi à une révision, on demande une réforme de la police, mais aussi l'évaluation de la pertinence de l'existence de l'ESMAD. L'ESMAD, c'est, j'ai oublié comment le dire, si vous pouvez m'aider, l'Escuadrón Antidisturbios. Je crois que c'est l'équivalent. En France, on parle de CRS. Je crois que c'est le comité la partie de la police qui se charge d'encadrer les manifestations, mais du coup aussi de réprimer les manifestations. Voilà. Donc, on demande une révision de la pertinence de l'existence de ce groupe qu'on reconnaît tous comme peut-être la partie la plus violente de la police colombienne. Et on va voir s'il est possible et dans l'ensemble des demandes que nous avons et voilà de le faire réformer ou même disparaître. Donc, on n'arrête pas. On n'arrête pas, ça va pas arrêter. On sort tous les jours, on se mobilise tous les jours et dans tous les espaces que nous habitons, soit dans la rue, soit à l'université, soit dans nos salles de classe, on se mobilise et voilà pourquoi nous sommes ici. Ça a été aussi un exercice que nous avons proposé et dans nos cours. Pouvoir aussi profiter de la possibilité de faire connaître la situation et dans d'autres territoires où d'autres langues sont parlées et pouvoir continuer avec notre parole nationale, notre exercice de mobilisation. Aussi, traditionnellement, en Colombie, on avait peur de toucher, de parler, disons en termes politiques. C'est quelque chose de culturel. Et moi, je peux dire que aussi dans la salle de classe, on a vu un changement. On a maintenant, disons, la volonté d'établir ce dialogue qui est important pour notre pays si on voit, par exemple, l'importance d'établir un dialogue des pays avec les FARC traditionnellement un groupe armé et le symbole d'un conflit vraiment ancien ici en Colombie. Si on peut établir maintenant un dialogue qui nous tourne vers cette geste d'épée, et il y a quelques années déjà qu'on a firmé cet accord. Et alors, cela, c'est en conséquence aussi des mobilisations qu'on, disons, d'une façon ou de l'autre, récupère l'espace pour pouvoir parler, avoir une discussion plutôt critique par rapport à la situation actuelle du pays.
Et comme Alexandra vient de le dire, il y a des conséquences de cette parole nationale partout, même en l'académie, quand les familles commencent une discussion autour de la situation nationale, on a tous la parole maintenant. Le peuple a récupéré la parole et c'est vraiment important pour la construction d'une société. Et oui, on n'arrête pas. Et il y a évidemment toute une liste de pétitions que les citoyens, les manifestants cherchent à faire, disons, à matérialiser. Mais c'est justement une partie des conséquences de la mobilisation. Il y a d'autres conséquences, peut-être pas assez visibles, mais qui ont vraiment touché plusieurs parties de la société colombienne. Donc voilà, on vous invite alors à faire circuler ce qui se passe et voilà, et en partageant les informations que ces organisations dont on vous a parlé et nous donnent tous les jours et pour que et à l'étranger, on sache aussi que ce qui se passe en Colombie, ce n'est pas un mouvement contre une réforme et qui a été déjà retiré, qui est un peu le discours qu'on entend souvent, mais et la manifestation d'une indignation qui s'est construite et au fil des années et qu'on va continuer à construire. Donc voilà, nous avons le désir de construire un nouveau projet politique de pays et en ces moments, nous subissons les conséquences de ce désir, mais on n'arrête pas et on vous invite à nous accompagner dans cet exercice. Merci beaucoup Gabriela, merci beaucoup Paula pour cet éclairage, pour avoir partagé toutes ces informations avec nous. Nous sommes loin, mais on a envie nous vous accompagnons très très fortement. Donc on vous envoie un très grand abrazo, aussi bien de vous accompagner de tout cœur. C'est une situation terrible ce qui se passe en ce moment en Colombie, mais nous allons essayer de la rendre visible le plus possible à l'étranger. Donc on va partager cette vidéo déjà, elle circule déjà en fait sur Facebook, mais elle sera aussi sur notre page hypothèse, donc de genre et féminisme dans les Amériques latines et la page d'hypothèse qui va avec. On transmettra aussi toutes les informations que vous nous partagerez. Donc merci encore, c'était très intéressant et on vous invite à venir le 31 mai, si vous voulez, à notre séance qui s'appellera Genre et race dans les Amériques latines, à la même heure, les lundis à 18 h. Et surtout, faites attention à vous quand vous sortirez, et puis on vous accompagne encore très fortement. Et si vous voulez rajouter quelque chose avant que nous clôturions la séance, vous pouvez. On vous remercie de nous avoir donné cet espace de participation et on remercie aussi tous les petits messages de soutien qu'on voit dans le chat et voilà, la seule chose à dire pour finir c'est viva el paro nacional. Merci beaucoup encore. Et viva el paro. Merci beaucoup, Gabriela et Alexandra. À bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.
Au Au revoir. revoir. Merci beaucoup pour l'espace.